moi j'écris actuellement en français, mais je ne viens pas du tout d'une tradition francophone. Ma langue maternelle, c'est l'arabe, et j'ai grandi plutôt dans un milieu anglophone. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais comme journaliste dans un quotidien de langue arabe. Et je viens d'une famille qui a toujours vécu dans l'univers de l'université américaine de Berkeley. Dans la bibliothèque de mon père, la plupart des livres étaient en anglais. Et moi, jusqu'à présent, je lis la littérature souvent en anglais. La littérature russe, par exemple, je la lis en anglais. La littérature Don Quichotte, je ne pouvais malheureusement pas le lire dans le texte original, mais je l'ai lu en anglais. Et le français est arrivé tardivement. Ma relation à la langue française est arrivée d'abord par l'école, puisque j'ai fait mes études dans une école de pères jésuites qui était, pour la plupart d'entre eux, des Français, et plus particulièrement des Lyonnais. Et pendant très longtemps, le français était plutôt la langue intime, c'est-à-dire je l'utilisais presque jamais, ni à la maison, ni dans la rue, ni dans le travail, mais quand je prenais des notes dans un petit carnet, je les prenais souvent en français. Et la transformation a eu lieu quand j'ai quitté le Liban et que j'ai émigré en France en 1976. Et là, il y a eu un bouleversement, parce que soudain, je me retrouvais dans un pays où on parlait le français. Je voulais travailler, évidemment, j'ai travaillé dans le journalisme, et dans le journalisme de langue française. Et la langue intime est devenue, en réalité, ma langue publique aussi. Et jusqu'à présent, j'ai une connaissance du français qui est plutôt par les livres que par la parole. C'est-à-dire, je pense que je n'ai jamais utilisé un mot d'argot en français. Et je crois qu'il y a une tradition dans la littérature d'écrivains qui ont écrit dans une langue qui n'était pas du tout la langue à laquelle ils étaient destinés en réalité. Bon, l'exemple le plus évident, c'est Conrad, qui parlait le russe, le polonais, l'allemand, je crois, qui parlait parfaitement le français, qui parlait très peu l'anglais, qui a appris l'anglais tardivement et qui est devenu un très grand auteur de langue anglaise. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Je crois que quand on écrit dans une langue qui est un peu extérieure, on a une autre relation à la langue. On approche la langue comme quelqu'un qui veut la découvrir de l'extérieur, et peut-être qu'on a aussi un certain respect pour la langue, comme si on a emprunté la voiture d'un ami, on la conduit, et en même temps on ne se permettrait pas de changer la couleur, et on éviterait de faire des accidents. Moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie. Je pense que si on se traduit soi-même, on perd une caractéristique importante de la traduction, c'est le respect du texte. Quand on traduit le texte d'un autre, on le respecte, on essaie de se demander ce qu'il a voulu dire pour reproduire exactement ce qu'il a voulu dire. Quand c'est son propre texte, on n'a pas la même attitude. S'il y a un mot qui gêne, on dit oh, bon, je vais mettre autre chose à la place, et on finit par écrire quelque chose de complètement différent. Moi, j'ai eu une expérience quand j'ai publié mon premier livre, qui était Les croisades vues par les Arabes. Il y a une revue qui m'a proposé de le traduire en arabe et de le publier en
feuilleton en quelque sorte. Et l'idée me paraissait très séduisante. En plus, moi j'adorais la traduction. À l'école, nous avions un cours de traduction, c'était mon cours préféré. Et donc j'ai dit oui, bien sûr, et en plus c'était très bien payé. Et donc je me suis dit que c'était une excellente idée. Et j'ai commencé à traduire les premières pages. Et c'était une souffrance incroyable. Et j'ai compris que c'était impossible à faire pour moi. J'étais, non seulement je ne respectais pas le texte, mais j'étais en train d'écrire un livre complètement différent. Et donc j'ai tout de suite envoyé une lettre au rédacteur en chef en disant que je me sentais incapable de faire ce travail. Et de plus en plus, j'ai compris pourquoi. Non seulement le fait de ne pas pouvoir respecter de la même manière qu'on respecte le texte d'un autre. L'autre raison est liée à ma manière de travailler sur un livre. Quand je suis en train d'écrire un roman, ou n'importe quel livre, je suis complètement plongé dans ce livre. Et même un livre comme celui-ci, qui fait 500 pages, pendant que je suis en train de l'écrire, je l'ai entièrement en tête. Je peux même être en train de marcher ou étendu dans mon lit, et je me dis, au 8e chapitre, il y a une conversation et tel personnage a dit ceci, et là il y a un mot que je dois remplacer. Je me lève et je vais à la page et je change le mot. J'ai véritablement, tant que je suis en train de travailler, le livre est entièrement dans mon esprit. Et en plus, je peux être capable de relire le même chapitre, et sans exagérer, 40 fois ou 50 fois. Et je ne me lasse pas, c'est-à-dire je peux lire le livre de bout en bout et recommencer à le lire le lendemain dès la première page. Mais à l'instant où le livre devient un livre, à l'instant où je le vois, ma relation se transforme complètement. Je l'évacue véritablement et je ne peux plus le lire. Je peux feuilleter, mais ça devient une souffrance de me replonger dans le livre. C'est comme si c'est comme si j'étais en train d'opérer une chirurgie sur moi-même. Je sais pourquoi. Parce que quand je lis, je suis tout le temps en train de modifier des choses dans ma tête. Tant que le livre n'est pas publié, je peux modifier. Une fois qu'il est fait, si je remarque un mot que j'aurais voulu remplacer par un autre, c'est insupportable de me dire mais je ne peux plus le faire, le livre est sorti. Donc, je me mets entièrement dans le livre qui va venir. Je ne dirais pas que je l'oublie, mais c'est comme s'il y avait une partie de la tête où il y a des centaines de pages qui sont ouvertes et que je peux consulter presque simultanément. Et à un moment donné, quand je commence à travailler sur autre chose, il faut que je referme tout ça. Donc il faut que je garde un souvenir plus général du livre, évidemment, mais le souvenir de l'intérieur, de chaque page, de chaque personnage, de chaque réaction, j'ai besoin de l'évacuer et de le remplacer par ce que je vais faire après. C'est pourquoi ça va être très difficile de comprendre les auteurs, et il y en a, beaucoup d'auteurs, de très grands auteurs qui décident un jour de retravailler un livre passé. Ce n'est pas mon attitude. Moi, je ne pourrais pas le faire. Mon attitude, c'est de terminer un livre, de mettre une date sur le livre, en disant, voilà, ce livre a été terminé le 5 mars 2008, et c'est fini. Et c'est fini, et après, tout ce qui...
toute mon énergie est consacrée au livre qui vient après. Je crois effectivement que l'univers du livre, c'est un univers de pays où il y a plusieurs cultures, plusieurs croyances, plusieurs langues. Et au début du livre, dans les premières 50 pages, je parle de ce que j'appelle la civilisation levantine, c'est-à-dire cette tradition de coexistence harmonieuse dans un certain nombre de villes de Méditerranée orientale entre des cultures différentes. Il y a toute une histoire de cette coexistence dans une ville comme Alexandrie, Smyrne, Constantinople, Beyrouth, Alep et d'autres. Et c'est vrai que c'est l'univers dont la disparition m'attriste. Non, je voulais simplement ajouter que quand on a vécu dans cette région et quand on a vécu au Liban, on est constamment, jusqu'à la fin de sa vie, préoccupé de la manière dont les gens différents peuvent ou ne peuvent pas vivre ensemble. C'est une préoccupation permanente qui est une sorte de fil qui traverse tout ce que j'ai écrit. Le monde arabe et l'Occident sont deux vastes ensembles voisins qui ont des relations compliquées entre eux depuis des siècles et chacun regarde l'autre à partir d'un certain nombre de préjugés. Mon premier livre sur les croisades venait justement de cette constatation. Je m'étais rendu compte que chaque événement suscitait des réactions complètement différentes selon qu'on est au nord ou au sud de la Méditerranée. Chaque événement était interprété différemment, vécu différemment. Et en plus, les gens ne comprenaient pas que l'on puisse réagir d'une autre manière. Il y a une incompréhension qui continue encore et qui, à mon avis, s'approfondit plutôt que de se résoudre. Et mon but était, dans ce premier livre, de dire que chaque événement historique peut être vu de manière différente selon l'endroit où on se trouve. Je pense que nous entrons dans une ère complètement nouvelle et j'ai toujours le sentiment que nous avons, pour toutes ces nouvelles technologies, nous avons le mode d'emploi technique, mais nous n'avons pas encore le mode d'emploi moral et sociologique. Je crois que d'un côté, c'est fascinant ce qui arrive, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui au bout des doigts tout le savoir de l'humanité. Et c'est fascinant. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, j'étais en train d'écrire un livret d'opéra sur un personnage du XVIIIe siècle qui s'appelle Émilie du Châtelet, qui était une grande figure, une amie de Voltaire, et qui avait traduit et commenté l'œuvre de Newton. Et j'avais besoin, pendant ce travail, du livre de Newton, qui était en latin, pour vérifier un certain nombre de choses. Et j'étais enfermé dans mon île, en train d'écrire. Comment avoir le livre de Newton en latin même? Et je suis allé sur Internet et j'ai trouvé le facsimilé du livre de Newton. Non seulement du livre de Newton, mais de la copie personnelle de Newton annotée de sa main. Et je me suis dit que quand même, c'est extraordinaire ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc c'est fascinant.
Et en même temps, nous ne savons pas où ça va mener. C'est-à-dire, nous ne savons pas si ça ne va pas s'accompagner d'une disparition du livre, comme nous le connaissons, au bout de quelques dizaines d'années. Nous ne savons pas si la presse va continuer à exister sous la forme que nous connaissons, parce que on voit un déclin dans beaucoup de pays, des problèmes graves. On a vu, au moment des soulèvements dans le monde arabe, quelles peuvent être les utilisations dans la vie politique. Parce que ces nouveaux moyens ont été largement utilisés, continuent à l'être, et ils ont complètement bouleversé les rapports. C'est-à-dire un pouvoir politique ne peut plus contrôler comme il contrôlait avant, parce qu'il y a des moyens de détourner ce contrôle. Et nous sommes au début d'une phase qui est une véritable explosion civilisationnelle en réalité. C'est à la fois fascinant et quelquefois inquiétant. Et je pense qu'il faut accepter cette réalité, c'est-à-dire il faut profiter autant que possible de tous les moyens nouveaux que nous avons, et en même temps il faut rester vigilant par rapport aux dérapages possibles et aux effets secondaires possibles. Je ne sais pas où nous allons, mais ce sont des périodes où on est désorienté, comme le dit le titre du roman. C'est vrai qu'il y a eu tellement de bouleversements sur tous les plans que on perd un peu le chemin, on ne sait pas dans quelle direction on va. Nous sommes dans des sociétés qui passent par une période difficile. De toute façon, toutes les certitudes que nous avons sont secouées. On construit l'Europe et soudain on ne sait plus si on est en train de construire l'Europe. On parle de progrès et puis on ne sait plus exactement ce que signifie le progrès. On parle de démocratie et soudain on ne sait plus quel est le sens, quel est le contenu de la démocratie. Nous sommes dans une période d'égarement et je dois avouer que je suis aussi égaré